Bonjour à tous. Comme l'a dit Fabien, je vais parler plutôt de la glace. On a parlé beaucoup du feu, ça va changer un peu. Je vais essayer de vous garder réveillé. Est-ce que le son, c'est bon? Vous m'entendez bien? N'hésitez pas à me le dire si ce n'est pas le cas. Alors, comme vous pouvez le voir sur la gauche de la diapositive, on a une vue aérienne en fait, de la zone où le glacier de Mortée en Suisse s'est retiré. Donc, grâce aux données historiques, en fait, on peut reconstituer les différentes phases de retrait de la glace depuis le petit âge glaciaire. Donc, ce tracé il peut être aussi également considéré comme en fait une chronoséquence. On retrouve aussi des chronoséquences sur les volcans ou bien les dunes de sable, par exemple. Donc, c'est des écosystèmes qui ont constitué vraiment des expériences naturelles très précieuses pour les pionniers et les pionnières de l'écologie terrestre et notamment végétale. C'est des systèmes qui sont encore très utilisés par de nombreuses personnes, même ici dans cette salle. Et en fait, c'est des systèmes qui, avec les nouvelles technologies, ça nous permet de les étudier de façon qui était encore impossible il y a quelques années de ça. Et comme vous le savez, c'est aussi un sujet environnemental d'actualité, parce que la plupart des glaciers dans le monde sont en train de fondre et donc de reculer. Comme vous pouvez le voir ici sur cette carte, en fait, plus la couleur est rouge et plus la bulle est grosse, et plus c'est des endroits où les glaciers fondent. Donc on peut voir là, c'est vraiment une retraite accélérée dans les 60 dernières années. Donc la grande majorité des glaciers alpins et de haute latitude perdent beaucoup de glace. Ici, un peu pour vous donner d'autres chiffres, donc d'ici 2050, les glaciers auront perdu près de 10 000 gigatonnes de glace, mais aussi 90 000 km², soit l'équivalent d'un Portugal. Et en fait, d'ici 2050, plus de un quart des glaciers en fait, auront disparu. Et d'ici 2100, c'est au minimum 50% des glaciers qui auront disparu. Donc concrètement, on peut se demander comment ça se passe au niveau local. Donc, vous savez tous bien sûr ce que c'est un glacier. Donc ça peut prendre des formes très différentes. Ici, on a le glacier de Forni en Italie. Donc en fait, on peut imaginer les glaciers comme des rivières de glace qui se déplacent lentement. Et en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que ces rivières fondent plus vite qu'elles ne coulent. Donc on a un retrait. Et c'est le cas de façon assez impressionnante, comme ici, en un peu plus de 100 ans. Donc dans les dernières années, la retraite s'est encore plus accélérée. On voit ici une image du glacier de Grièze en Suisse. Certains glaciers reculent vraiment très rapidement. En moins de 2 décennies, ici, la glace s'est retirée sur plusieurs centaines de mètres, exposant des vastes étendues de surface nue, prêtes à être colonisées en quelque sorte. Mais ces surfaces, en fait, après des siècles d'enfouissement sous la glace, et aussi après le violent brassage qui se produit lors de la fonte, les surfaces des glaciers ont peu ou pas d'héritage biologique. Donc elles ressemblent plutôt à la surface de la Lune ou de Mars qu'à celle de la Terre. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On parle plutôt de succession primaire. Donc des fois, il y a un peu des nutriments, mais c'est majoritairement une succession primaire. Donc le substrat est progressivement peuplé. Donc ici, après seulement 4 ans, on peut voir déjà des individus, de nombreux individus de saxifrage. Et en fait, la colonisation post-glaciaire a été plutôt bien étudiée pour les plantes. Mais par contre, il y a quand même beaucoup moins d'informations pour les autres groupes taxonomiques. Les recherches ont souvent été effectuées sur une ou quelques zones proglaciaires, comme à Glacier B, là, aux États-Unis. Ou aussi, en fait, elles ont été faites sur un ou quelques groupes taxonomiques, comme traditionnellement les plantes, avec leurs pollinisateurs, par exemple, ou plus récemment les bactéries et les champignons. J'ai notamment un poster à ce sujet, donc comme je vous disais hier, si jamais vous voulez venir, n'hésitez pas, je me refais un plug. Donc pour y remédier, en fait, il va falloir pouvoir mettre en place un échantillonnage standardisé dans de nombreux sites autour du globe, et aussi utiliser en fait des nouvelles technologies comme le séquençage d'ADN à haut débit ou les informations satellitaires. Donc ça a été possible grâce à la création du réseau Ice Communities.
C'est un réseau constitué de nombreuses personnes présentes dans les différents pays qui ont été échantillonnés. Alors là, c'est vraiment l'occasion pour moi de remercier, parce que je ne suis pas allé sur le terrain malheureusement, donc c'est vraiment l'occasion de remercier toutes les collaboratrices et les collaborateurs sans qui l'échantillonnage d'une telle ampleur n'aurait pas été possible. Donc le réseau Ice Community a permis d'échantillonner dans une cinquantaine de zones proglaciaires. Alors ce n'est pas également réparti. L'équipe est basée principalement dans les Alpes, donc il y a plutôt un biais sur les sites en Europe, mais on a tout de même une répartition mondiale. On a même des sites en fait un glacier en Afrique. Malheureusement, ça s'est passé juste avant la Covid, puis les échantillons ont été plus ou moins perdus. Donc pour l'analyse en fait, que je vais vous présenter aujourd'hui, on a utilisé 46 zones proglaciaires avec 1251 parcelles échantillonnées, pour lesquelles on a donc échantillonné des variables abiotiques et biotiques. Donc d'abord, pour chaque parcelle, on a l'âge en fait, l'âge du site, l'âge du sol. Ça, c'est grâce à une base de données disponible qui a été faite par Silvio Marta, qui est aussi à l'Université de Milan. On a également la température du sol qui a été modélisée, la production primaire avec le NDVI, et une estimation de l'humidité potentielle basée sur la topographie. Donc pour les autres variables, on l'a mesuré sur des échantillons de sol composite, de 5 sous-échantillons. Donc on a la chimie du sol et on a aussi la biodiversité avec l'utilisation de 6 marqueurs génétiques différents. Pour la chimie du sol, on a l'azote, le phosphore, le carbone, le pH. Donc bon, c'est assez restreint, mais c'est seulement ce qu'on a pu avoir. Et bon, comme je vous l'ai dit, pour le métabarcoding, 6 marqueurs. Pour revenir un peu sur le déroulement de l'échantillonnage, donc on a plus de 6000 carottes de sol qui ont été prélevées, séchées, envoyées à Milan pour l'extraction de l'ADN, ensuite pour le séquençage, et enfin on a fait la bioinformatique, et on a obtenu près de 400 millions de séquences de haute qualité qu'on a conservées pour former environ 11 000 motus. Donc parmi ces 11 000 motus, on les a départagés en 8 grands groupes taxonomiques, donc à savoir les bactéries, les champignons, les protistes, les plantes, mais aussi les insectes, les colamboles, les annélides et les autres animaux, comme par exemple les nématodes. Donc l'idée, c'est vraiment de combiner différents barcodes généraux, comme le 16S, et des barcodes un peu plus spécifiques pour essayer vraiment de reconstruire fidèlement les communautés biologiques dans leur ensemble. Et donc tout ça dans l'idée de réaliser une synthèse globale en utilisant donc un échantillonnage standardisé et holistique autour de la planète dans des zones proglaciaires en fait, qui présentent quand même une large gamme de diversité environnementale, différents climats. Les 2 points donc il y a beaucoup de recherches qui sont faites autour de cette base de données maintenant, mais les 2 points sur lesquels je vais me concentrer aujourd'hui, en fait, c'est simplement savoir comment les variables abiotiques et biotiques ont évolué avec le temps. Est-ce qu'il y a des différences entre les différents patrons? Et essayer un peu de comprendre les mécanismes qui sont responsables de la colonisation biotique. Donc ici, rapidement, je vais vous montrer ces sortes de graphiques là avec donc le temps depuis la retraite des glaces sur les X et sur les Y, les différentes variables. La couleur est liée à la densité des parcelles, en fait, parce qu'on a beaucoup de sites, donc pour les représenter, j'ai mis un peu de couleur. Donc, comme on peut voir, pour le phosphore, l'azote et le carbone qui sont en haut, c'est des variations qui sont assez similaires en fonction du temps, avec quasiment aucune concentration au début. Du moins avant 10 ans, et après une légère augmentation, et à la fin on voit que ça s'accélère au bout de quelques dizaines, voire centaines d'années. On a aussi le pH qui diminue à mesure que la productivité primaire augmente, comme on pouvait l'imaginer. Donc c'est des résultats qui sont quand même plutôt attendus. On avait déjà ce genre on le savait déjà avec des études de méta-analyse par exemple, mais bon là on vient un peu confirmer ça avec notre échantillonnage. Alors si on revient sur les groupes taxonomiques, petit quiz, d'après vous, lesquels organismes sont ceux qui colonisent le plus rapidement et qui sont présents directement après la fonte? Les insectes? Il y a d'autres... Les masters? Non? Pas d'idée? Bactéries? Ah, bactéries, ok. Et lesquels sont les plus lents, du coup?
d'après vous? Bon, je vous montre les résultats. Je vois qu'il y a un petit désaccord, donc c'est bien. Déjà, ça veut dire qu'on a apporté quelque chose. En fait, les bactéries que vous pouvez voir en haut à gauche sont déjà présentes dès le retrait des glaces. En fait, elles sont peu limitées par la dispersion. Elles sont même déjà présentes, en fait, notamment sur le glacier. Par contre, les vers de terre, eux, les annélides, ils prennent beaucoup de temps à se déplacer. Comme vous pouvez l'imaginer, les vers de terre, c'est quand même assez lent. Alors, bon, rien d'étonnant. Des résultats plus ou moins attendus si j'en crois l'audience, sauf peut-être pour les colamboles en fait, parce que les colamboles des fois on les retrouve directement sur les glaciers, mais ici on n'en retrouvait pas beaucoup juste après la fonte. Donc en général, au niveau de la biodiversité, il y a quand même une tendance généralisée à l'augmentation pour tous les groupes taxonomiques, mais il y a des patrons qui sont un petit peu différents. On peut voir, bon, les micro-organismes en général sont là juste après la retraite des glaciers. Il y a ensuite une augmentation et potentiellement on peut voir même un plateau pour les bactéries. Alors pour les organismes plus gros, en fait, ils sont quasiment absents au début et après il y a une accélération jusqu'à plus de 500 ans, on n'atteint pas en plateau. Donc alors, on a voulu prendre ces données abiotiques et biotiques en commun pour les mettre pour comprendre un peu mieux les mécanismes et comment on a des relations de causation. Donc pour ça, on a fait un modèle d'équation structurelle. Alors ici, pour simplifier, je vous ai fait ce modèle conceptuel. Donc l'idée, en fait, c'est que le temps peut influencer directement l'habitat, mais il peut influencer aussi directement la biodiversité. Idem, en fait, pour le microclimat. Donc ensuite, on a testé aussi des liens entre habitat et biodiversité. Et en fait, on a trouvé que l'idée de covariation entre habitat et diversité, c'est celle qui était retenue. Donc on a fait des tests avec différents modèles et c'était ceux qui étaient les plus performants. Donc ici, je vous présente un résumé en fait avec uniquement les effect size. Plus la couleur est foncée, donc plus l'effet est fort. Et quand c'est hachuré ou blanc, quand c'est hachuré, c'est non significatif. Donc on peut voir un fort effet en fait, direct du temps parce qu'on prend en compte les autres relations. Donc un effet direct du temps sur la plupart des groupes taxonomiques. Et donc ça, c'est lié en fait au temps nécessaire pour coloniser. Ça peut être plutôt associé à des effets stochastiques ou neutres. On a un impact de la chimie du sol et de la productivité. Donc ça montre un peu l'importance de l'habitat, mais peu du micro- ou mésoclimat, par contre. Et enfin, si on prend toujours en compte l'habitat, le temps, on a quand même des fortes relations positives entre les différents groupes taxonomiques. Et donc ça, c'est vraiment le côté interaction biotique qui revient. Donc pour revenir un peu au modèle conceptuel, on a bien vu un effet direct du temps sur l'habitat et sur la biodiversité, une covariation entre habitat et biodiversité, et des interactions positives au sein même de l'habitat et de la biodiversité. Donc en fait, en fouillant un peu sur ce modèle, on a vu aussi l'importance des interactions biotiques, mais aussi le rôle central vraiment des plantes, avec des interactions marquées avec la diversité des plantes et aussi la productivité. Donc avec les micro-organismes dès le début de la colonisation, et avec des organismes, en fait, avec aussi les organismes plus larges. Donc si on essaye un peu de résumer l'évolution des composantes environnementales et des patrons de colonisation, donc on a pu montrer une augmentation nette des nutriments du sol malgré les conditions extrêmes. En parallèle, une augmentation de la productivité primaire. Il y a des différences par contre au niveau des groupes taxonomiques. Donc on a tout de même un écosystème qui se développe assez rapidement malgré les conditions extrêmes. Mais bon, ça prend quand même un certain temps. Alors au niveau des mécanismes, on a tout d'abord l'importance du temps. On a vu aussi l'importance de la covariation biotique à biotique, l'importance des interactions biotiques, l'importance le rôle vraiment central des plantes. Et aussi l'importance, il ne faut pas négliger les effets biogéographiques, notamment avec le climat. Je vous ai parlé de la diversité alpha, mais il y a aussi la diversité bêta, donc j'ai d'autres diapositives, si jamais vous voulez, on pourra en discuter. On a vu un peu les mêmes patrons, surtout l'importance du temps. Donc je vous ai montré en fait que le recul des glaciers est vraiment omniprésent sous toutes les latitudes,
Et en fait, le développement de ces écosystèmes qui ensuite peuvent être considérés à la fois comme des opportunités, comme par exemple pour la biomasse, la captation du carbone, mais aussi comme des défis, à la stabilisation du substrat, pour le cycle de l'eau. Donc on a pu voir aussi que le temps nécessaire est quand même assez long et qu'il y a des fortes différences entre les différentes composantes de l'écosystème. Donc en fait, ça devrait être pris en compte dans la gestion des milieux et pas se concentrer uniquement sur une composante, mais vraiment permettre le développement conjoint et de façon globale et les interactions fonctionnelles entre les différentes composantes de l'environnement. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.